Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Coup d'envoi de la campagne électorale en vue des élections locales et législatives au Congo. Parmi les formations politiques en lice figure notamment l'Union des démocrates humanistes Yuki. Le parti d'opposition a présenté 32 candidats. Reprise de la croissance économique au sein de l'espace UEMOA. En 2021, le taux de croissance était évalué à 6,1%, une nette hausse par rapport à 2020, où il était chiffré à 1,8%. Et puis le match amical Cameroun-France ce 25 juin, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la CAN féminine prévue au Maroc en juillet prochain. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, la promulgation de la loi électorale au Mali, un texte promulgué ce vendredi 24 juin par le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. Cette loi avait été votée le 17 juin dernier par le Conseil national de transition, l'organe législatif, qui avait à l'issue du vote adopté 92 amendements sur les 219 articles. En promulguant ce texte, le Mali tente ainsi d'envoyer un signal favorable à la CEDEAO pour un retour à l'ordre constitutionnel. Le médiateur de l'organisation sous-régionale pour le pays, Goodluck Jonathan, était d'ailleurs à Bamako pour une durée de 48 heures. Au terme de cette visite, l'ancien président nigérian s'est dit satisfait des progrès accomplis par les autorités au niveau du processus de transition. Une affirmation qui laisse donc espérer une possible levée des sanctions économiques imposées par la CEDEAO. Le sujet devrait être au cœur du prochain sommet de l'organisation prévu le 3 juillet prochain au Ghana. L'actualité, c'est aussi la haute cour militaire qui s'est déclarée compétente pour juger François Beya en République démocratique du Congo, l'ancien conseiller spécial du président Félix Tshisekedi en matière de sécurité qui est accusé de complot contre le chef de l'État. Lors d'une audience tenue le 10 juin dernier, ses avocats avaient remis en cause la compétence de la haute cour militaire. Sa défense avait également demandé à ce qu'il soit jugé par une juridiction civile, une requête finalement rejetée par la haute cour qui a ordonné la poursuite des débats. L'institution a également refusé sa demande de liberté provisoire. Plus que quelques semaines avant la tenue des élections législatives et locales au Congo, un scrutin prévu le 10 juillet prochain et pour lequel l'Union des démocrates humanistes Yuki a présenté 32 candidats. Fragilisé par des divisions internes depuis la mort de son leader, Guy Brice Parfait Colélas, le parti d'opposition devra notamment faire le poids face à l'Union panafricaine pour la démocratie. Reportage de notre correspondant Eva Panzou. L'opposition Union des démocraties humanistes Yuki a présenté 32 candidats aux élections législatives et 405 au local ce jeudi 23 juin 2022 à son siège situé à Bakongo dans le 2e arrondissement de Brazzaville. Le parti compte sur sa popularité afin d'obtenir à l'issue des 2 tours du vote le plus grand nombre d'élus. Nous avons présenté donc des candidats au niveau des législatives mais aussi au niveau des élections locales. Ça veut dire que si nous avons suffisamment d'élus au niveau des locales, par exemple, cela nous permettrait d'avoir des sénateurs. Donc si on a beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs, ça nous permettrait de peser dans la vie politique au niveau de ces institutions. L'UDH Yuki garde encore la douleur de la disparition de son fondateur, Guy Brice Parfait Colélas, décédé en mars 2021, érigé au titre d'autorité morale du parti. En face, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, le parti du chef de file de l'opposition, a présenté 45 candidats aux législatives. Il représente actuellement la 2e force politique à l'Assemblée nationale derrière le parti au pouvoir. Afin d'infléchir cette réalité, les dirigeants du parti UDH Yuki invitent leurs sympathisants au vote utile. À l'endroit des militants, évidemment, c'est de leur demander d'aller voter massivement pour Yuki. Il faut voter utile. Ça ne sert à rien de disperser ses voix en votant ceux qui ne peuvent pas incarner le changement. Aujourd'hui, UDH Yuki incarne le changement, donc il faut voter massivement pour UDH Yuki.
La campagne électorale a débuté officiellement le vendredi 24 juin 2022 sur toute l'étendue du territoire congolais. Notons que pour le premier tour, la force publique votera le 4 juillet 2022 avant de laisser place au vote civil qui aura lieu le 10 juillet 2022. Et au-delà des candidats présentés par UDH-UKI, plus de 2000 personnes sont dans la course. Les candidats se disputent ainsi les 151 sièges que compte l'Assemblée nationale. Une élection aux enjeux importants pour le Parti congolais du travail qui espère conserver sa majorité. Le parti au pouvoir détient actuellement 101 sièges au sein de la Chambre basse. Notons que de son côté, la Fédération de l'opposition congolaise a pris la décision de boycotter ce scrutin. Dans l'actualité également, les populations sommées de quitter les zones d'intérêt militaire au Burkina Faso. L'armée leur a accordé un délai de 14 jours avant le début des opérations militaires antiterroristes. Pour rappel, ces deux zones d'intérêt militaire avaient vu le jour le 20 juin lors d'un conseil supérieur de la défense nationale. Des sites où toute présence ou activité humaine est interdite, avait précisé l'armée. Notons que les autorités prévoient de mettre en place un dispositif humanitaire pour accueillir les populations délogées. Quelle perspective économique pour l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine? Les statistiques données par les ministres de l'UEMOA sont encourageantes. Lors de sa deuxième session ordinaire tenue ce 24 juin au titre de l'année 2022, le Conseil des ministres a dévoilé qu'en 2021, le taux de croissance de l'Union était estimé à 6,1% contre 1,8% en 2020. Les détails avec Philomène Tine. Selon les ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, l'économie de l'Union a renoué avec la croissance en 2021 avec un taux ressorti à 6,1% après 1,8% en 2020. En outre, les perspectives économiques de l'Union demeurent globalement favorables avec un taux de croissance attendu à 6,1% en 2022 et 7,9% en 2023. L'économie mondiale a renoué avec la croissance en 2021. Après une contraction de 3,1% en 2020. La croissance du PIB mondial est ressortie à 6,1% en 2021. La même tendance est observée dans l'Union. Toutefois, cette reprise est menacée par la persistance des tensions inflationnistes, notamment sur les prix des produits de première nécessité et les hydrocarbures. Réunis ce 24 juin dans un contexte de reprise progressive des activités économiques et sociales au sein de l'Union, avec la levée des mesures barrières imposées par la pandémie de Covid-19, le Conseil des ministres de l'Union a examiné le projet de rapport semestriel d'exécution de la surveillance multilatérale de juin 2022. Il a également adopté 6 projets et examiné 3 autres. Nous adopterons le projet de décision portant définition de l'agrégat de recettes fiscales dans les États membres de l'UEMOA. Le projet de décision portant définition et détermination du contenu de la masse salariale dans les États membres de l'UEMOA. Le projet de règlement relatif à l'harmonisation de la réglementation pharmaceutique dans les États membres de l'UEMOA. Le Conseil des ministres a salué les mesures prises par les États pour contenir la progression de l'inflation. Il recommande, entre autres, au gouvernement de poursuivre ces actions en vue de préserver le pouvoir d'achat des populations, notamment celles vulnérables. La relance économique post-Covid, un défi sur lequel planche le gouvernement à Madagascar. Pour ce faire, la grande île peut compter sur son économie bleue, un secteur synonyme de développement économique et durable. Comment les autorités peuvent-elles exploiter son potentiel? Élément de réponse dans ce sujet de Samantha Sabero-Sabubanga. Si la pandémie de Covid-19 a freiné la croissance économique à Madagascar au cours de ces dernières années, les perspectives sont favorables à un retour à la croissance du PIB réel avec des projections de 4,5% en 2022. La grande île peut notamment miser sur son économie bleue qui constitue une grande source d'emploi, de revenus et de devises pour sa population. Grâce à sa position géographique, cet État insulaire qui a un gros potentiel peut miser sur l'industrialisation de l'économie maritime pour accroître ses revenus. L'industrialisation du secteur de l'économie maritime malgache ne suffirait pas à
booster l'économie ou bien à repartir sur des bases solides sans une cohérence des politiques, sans une cohérence des structures d'industrialisation et sans une véritable intégration des politiques économiques. Les politiques économiques à Madagascar restent encore antagonistes, ce qui n'est pas propice au développement favorable d'une industrie maritime intégrée. L'industrialisation de l'économie maritime devrait permettre de relever les défis auxquels est confronté Madagascar en termes de préservation des ressources naturelles et de lutte contre la pauvreté qui touche encore 81% de la population selon les données 2022 de la Banque mondiale. Les potentialités et le potentiel ne sont pas des gages de compétitivité, mais c'est l'optimisation et l'intégration de ce potentiel dans la cohérence de l'économie qui peut aider le pays à sortir de l'ornière. Il y a donc des efforts de cohérence à faire, non seulement au niveau de l'économie maritime, mais aux autres points de l'économie en général. Pour une meilleure gestion de son espace bleu, Madagascar doit prôner d'une part le concept de durabilité à travers l'usage durable des ressources marines et d'autre part la conciliation de la préservation de l'environnement, de l'exploitation optimale des ressources à travers la gestion conservatrice des écosystèmes aquatiques et marins ainsi que des ressources qui leur sont associées, expliquent les experts. À l'approche de la prochaine CAN féminine prévue au Maroc, les sélections continuent leur préparation. C'est dans cette optique que le Cameroun affrontera la France ce samedi 25 juin. Une rencontre amicale qui se dispute sur la pelouse du stade Pierre-Brisson en France. On fait le point avec José Douglas. Sous la houlette de Gabriel Zabo, qui a côtoyé plusieurs clubs en tant que joueur et entraîneur au Cameroun avant d'être nommé sélectionneur. Seule joueuse qui manque pour le moment au rassemblement des Lions, c'est l'attaquante et capitaine d'équipe Gabrielle Aboudi Onguené du CSKA Moscou, retardée et qui devrait intégrer la sélection avant la CAN de ce mois de juillet au Maroc. Jusqu'ici, elle n'est pas arrivée et je pense que d'ici le match, elle pourrait être là. Mais seulement les autres continuent à travailler. Nous n'avons pas de cas de Bobo. Il y a peut-être Fallon qui a pris un coup à la cheville, mais c'est en train d'être résolu. La préparation des Lions se passe plutôt très bien avec 2 matchs amicaux contre le Sénégal, soldés par un nul et une victoire. C'est à Goussainville, en banlieue parisienne, qu'elles se sont retrouvées ce jeudi après-midi en entraînement. Le dernier test prévu ce vendredi 24 sur le terrain de Beauvais, lieu de la rencontre du 25 juin 2022. Le premier match, on a fait 2-2. Les 2-2 dans le jeu, le contenu était très satisfaisant. Mais le résultat peut-être pas parce qu'on avait fait 2 bévues, 2 erreurs individuelles. Au retour, nous sommes revenus avec un autre style. Le déplacement des Lions est suivi de près par la fédération qui a délégué Bill Chateau, ancien arrière gauche qui a fait toute sa carrière en Europe et compte un peu plus de 50 sélections avec l'équipe nationale et devenu coordinateur sportif auprès de la FECAFOOT. Les Lions effectuent un séjour d'une dizaine de jours en France et le match contre la France est très important. C'est un très bon match pour nous parce que nous voulons vraiment savoir à quel niveau on se situe au niveau de la préparation. Vous savez très bien qu'on est en train de se préparer pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2022 et qui est qualificatif aussi pour la Coupe du Monde. Rendez-vous pour ce match amical contre les Bleus ce samedi 25 juin. Un effectif de 26 joueuses. Rappelons que les Lions feront partie du groupe B de la CAN avec le Togo, la Tunisie et la Zambie. Le Nigeria est le tenant du titre, remporté en 2018 face au Ghana. Les Lions sont vice-championnes d'Afrique en 1991, 2004, 2014 et 2016. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.